Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire le gros texte sur le bonheur, donc qui vient construire votre seconde partie de votre cours sur le bonheur, hein. Je vous rappelle que le sujet c'est est-ce que en satisfaisant ses désirs on va réussir à être heureux. Et du coup ici on va un petit peu réfuter la position qu'on avait vue la dernière fois qui était celle de Calliclès, et dans laquelle Calliclès affirmait de façon virulente que non seulement évidemment il faut satisfaire tous ses désirs pour être heureux, mais il faut même combattre tous ceux qui disent que c'est immoral, parce qu'au fond ils veulent exactement la même chose mais ils sont juste trop faibles pour atteindre ce qu'ils désirent. Voilà, donc on va voir maintenant la réponse de Socrate à Calliclès, et comment est-ce qu'il va finalement montrer à Calliclès que sa théorie elle fonctionne pas, et que en fait si on cherche à satisfaire tous ses désirs pour être heureux, on va foncer dans le mur. Alors je vais d'abord lire le texte qui suit presque immédiatement le texte que je vous avais donné la dernière fois. Alors, regarde bien si ce que tu veux dire quand tu parles de ces deux genres de vie, une vie d'ordre et une vie de dérèglement, ne ressemble pas à la situation suivante. Suppose qu'il y ait deux hommes qui possèdent, chacun, un grand nombre de tonneaux. Les tonneaux de l'un sont sains, remplis de vin, de miel, de lait, et cet homme a encore bien d'autres tonneaux remplis de toutes sortes de choses. Chaque tonneau est donc plein de ces denrées liquides qui sont rares, difficiles à recueillir, et qu'on n'obtient qu'au terme de maints pénibles travaux. Mais au moins, une fois que cet homme a rempli ses tonneaux, il n'y a plus à y reverser quoi que ce soit, ni à s'occuper d'eux. Au contraire, quand il pense à ses tonneaux, il est tranquille. L'autre homme, quant à lui, serait aussi capable de se procurer ce genre de denrées. Mais si elles sont difficiles à recueillir, mais comme ces récipients sont percés et fêlés, il serait forcé de les remplir sans cesse, jour et nuit, en s'infligeant les plus pénibles peines. Alors regarde bien si ces deux hommes représentent chacun une manière de vivre. De laquelle des deux dis-tu qu'elle est la plus heureuse? Est-ce la vie de l'homme déréglé ou celle de l'homme tempérant? Et en te racontant cela, est-ce que je ne te convainc pas d'admettre que la vie tempérante vaut mieux que la vie déréglée? Est-ce que je ne te convainc pas? Calliclès. Tu ne me convaincs pas, Socrate, car l'homme dont tu parles, celui qui a fait le plein en lui-même et en ses tonneaux, n'a plus aucun plaisir. Il a exactement le type d'existence dont je parlais tout à l'heure, il vit comme une pierre. S'il a fait le plein, il n'éprouve plus ni joie ni peine. Au contraire, la vie de plaisir est celle où on verse et où on reverse autant qu'on peut dans son tonneau. Mais si on y verse beaucoup, n'est-il pas nécessaire qu'il s'en écoule beaucoup aussi, et qu'il y ait de larges trous pour les écoulements? Bien sûr. Alors c'est la vie d'un pluvier, qui mange et qui fiente en même temps. Non, ce n'est pas la vie d'un cadavre, mais même pas celle d'une pierre. Ok, alors, donc ce texte est construit autour d'une longue métaphore filée, la métaphore du tonneau, et alors ce que je vais vous demander de faire, là vous mettez la vidéo sur pause, et vous essayez de m'expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est que ces tonneaux, ces liquides difficiles à voir. Donc je vous ai posé un certain nombre de questions. Quel tonnelier doit-on imiter pour Socrate? Quel tonnelier doit-on imiter pour Calliclès, et donc quel est en gros le genre de vie que propose Calliclès? Et pourquoi est-ce que Socrate veut le contentement et pourquoi Calliclès veut le plaisir? Je vous demande aussi quel est le ton de la discussion. Bon, ce qui m'importe surtout, c'est que vous m'expliquez bien qu'est-ce que c'est ces tonneaux, c'est quoi un tonneau plein, c'est quoi un tonneau vide, ça veut dire quoi remplir son tonneau, et ça veut dire quoi que le tonneau se vide, que vous essayez d'analyser un petit peu la métaphore. Ok, alors, bon, évidemment, pour la question de la simple compréhension du texte, il fallait bien comprendre cette métaphore des tonneaux. Donc, évidemment, qu'est-ce que c'était que ces tonneaux? C'est le désir. Quand le tonneau est plein, c'est que le désir est satisfait. Quand le tonneau est vide, c'est qu'on éprouve la sensation de manque. On n'a pas encore ce qu'on veut, on n'est pas satisfait. Quand on est en train de le remplir, c'est le moment agréable de la satisfaction, c'est le plaisir. Et quand il est en train de se vider, c'est le manque qui est en train de réapparaître. Bien, donc tous ces liqueurs difficiles à avoir, qu'est-ce que c'est? C'est les différents plaisirs, les différents moyens qu'on a de satisfaire nos désirs. Quel tonnelier doit-on imiter pour Socrate? Évidemment, celui qui réussit à avoir ses tonneaux pleins et voilà, à les garder fermés et bien remplis, alors que pour Calliclès, c'est plutôt le tonnelier qui a ses tonneaux troués et qu'on ne cesse de remplir. Et donc Socrate veut le contentement, parce que pour lui c'est ça le bonheur, c'est la tranquillité, quand le désir cesse de nous embêter, alors que Calliclès, lui, ce qu'il veut, c'est la juxtaposition de tout un tas de plaisirs, c'est remplir et remplir encore son tonneau, même s'il est troué, pour pouvoir jouir continuellement. Et donc le ton de la discussion est un petit peu, effectivement, agressif ici.
Alors, on va maintenant passer, donc c'est tout ce que j'avais écrit ici, on va passer à l'analyse du texte. Donc moi ce que je vous recommande, si vous ne l'avez pas fait encore, c'est de reprendre 5 minutes avec le texte là et d'essayer de trouver le plan et d'essayer de trouver l'idée principale. Alors, donc rapidement, dans ce texte, on a deux solutions opposées à la question du bonheur. Hein. Donc, il s'agit dans les deux cas d'un eudémonisme. On avait vu le mot la dernière fois, hein, c'est-à-dire que dans les deux cas, Socrate comme Calliclès pensent que le but de la vie, c'est le bonheur. Les deux sont d'accord sur la fin, les deux sont d'accord sur le but. Par contre, là où ils diffèrent, c'est sur la méthode. Calliclès, c'est un hédoniste. Hein. Vous aviez vu le vocabulaire en Mercas, si je me souviens bien. Hein, hédoné, ça veut dire le plaisir en grec. Donc l'hédoniste, c'est celui qui cherche à mener une vie de plaisir. Il pense que c'est en accumulant des plaisirs qu'on va se rendre heureux. Et donc pour Calliclès, il faut laisser libre cours à ses désirs et essayer de les assouvir par tous les moyens. Alors Socrate, à l'inverse, le genre de vie qu'il propose, c'est plutôt un genre de vie de modération, hein, de tempérance. Hein, on se contente de ce qu'on a, on essaye de pas trop exagérer, pas d'excès. Hein, il s'agit d'être dans un état d'autosuffisance et d'avoir besoin de peu. Alors que avec une vie déréglée que rien ne comble, à l'inverse, une vie d'ordre, c'est celle qui se contente de ce qu'elle a. Alors, je vous ai rédigé une petite intro. Donc l'idée principale de ce texte, hein, du Gorgias de Platon, c'est que le genre de vie qui cultive la modération, c'est le seul qui permette vraiment le bonheur, hein, parce qu'il garantit un contentement durable et il permet d'éviter de souffrir du manque. Alors cette idée, elle est étonnante, hein, elle choque par rapport à ce qu'on pense d'habitude, et Calliclès n'arrête pas de le dire, hein, parce que si le bonheur se fait dans l'expérience du plaisir, l'unique voie pour arriver au bonheur, ça devrait être la jouissance, et pas la modération. Hein, il faudrait s'éclater, hein, il ne faut pas se retenir. À cela, Socrate répond que rechercher le plaisir au-delà du simple contentement, c'est rendre nos désirs plus tyranniques encore et se condamner au malheur. Hein, il s'agit donc plutôt de les contenir et non de les alimenter. Alors je donne souvent une image pour que vous voyez bien la différence entre les deux genres de vie. En gros, la vie de bonheur pour Calliclès, c'est Ibiza, quoi. C'est la fête, la débauche, l'excès de plaisir, et à l'inverse, le bonheur pour Socrate, c'est plutôt la sieste à la plage, quoi, hein, la tranquillité, hein, pas d'excès, mais justement, on pense plus à rien, c'est une espèce de plus de bonheur, peut-être de bien-être, plus que d'excitation. Non, mais on voit bien que il y a un peu de vrai dans les deux, hein. Quand on pense au bonheur, on pense aussi à la joie de l'excitation, hein, en fait, d'être exalté, hein, ça fait aussi partie de l'imaginaire du bonheur, mais on a aussi l'inverse, en fait, hein, qui est le calme, la tranquillité, le repos, le bien-être, qui semble ici s'opposer à cet état d'excitation heureux. Hein. Donc on voit ici qu'il y a un dilemme entre deux manières de se représenter le moyen d'arriver au bonheur. Donc le but du texte, ici, c'est de montrer que la vie de l'homme intempérant n'est pas seulement immorale. Non, ça, on l'a déjà dit, hein, puisque Calliclès se fiche des autres tant qu'il peut se faire plaisir, mais elle est également contraire au but qu'elle cherche à atteindre. Donc ça, c'est tout l'intérêt du texte, il me semble, c'est que Socrate n'est pas en train de dire Calliclès, t'es quelqu'un de mauvais, t'es méchant, t'es immoral. Il est en train de dire Calliclès, tu es inefficace dans ta recherche du bonheur. Hein, c'est pas seulement que tu fais du mal, c'est que tu te fais du mal. Tu crois que tu vas réussir à être heureux en satisfaisant tous tes désirs, mais en réalité, tu fonces dans le mur et tu vas te rendre de plus en plus malheureux en faisant ça. Donc ce sur quoi vraiment Socrate attaque Calliclès, c'est l'efficacité de sa méthode pour rechercher le bonheur. Et on va voir pourquoi croire que satisfaire tous ses désirs rend heureux, enfin, même si on y arrivait, même si on pouvait essayer de satisfaire tous ses désirs, en fait ça marcherait pas. Ça nous rendrait malheureux, ça nous laisserait un goût amer et ça nous rendrait très sensible à la douleur, etc. Alors, c'est quoi le plan du texte? Alors, donc on a un grand premier paragraphe là où en gros Socrate fait l'éloge de la vie de l'homme modéré en la comparant à celle de l'intempérant, en faisant une métaphore filée qui rappelle un petit peu l'idée des tonneaux des Danaïdes dont je parlerai tout à l'heure. Et donc c'est là qu'il défend sa thèse, quoi. C'est l'homme modéré qui seul est vraiment heureux. Ensuite, il y a un deuxième paragraphe où Calliclès va faire une objection à Socrate. Il va lui dire, mais en vivant de façon modérée, au fond, tu t'ennuies, et c'est pas ça le bonheur. Il y a rien à sentir dans ton bonheur, c'est un bonheur qui est vide. Et on peut pas se contenter du simple contentement, il faut la jouissance, sinon on n'est pas vraiment heureux.
Et enfin, on a quelques petites dernières lignes, c'est la réponse de Socrate à cette objection qui dit « Ouais, mais Calliclès, en vivant comme tu prétends vivre, et ben en fait, tu vas te rendre de plus en plus malheureux. Ça fonctionne pas. La vie hédoniste n'est pas seulement immorale, elle est inefficace quand il s'agit d'arriver au bonheur. » Voilà donc pour la thèse et le plan. Alors, on va commencer donc par ce premier long paragraphe. Alors, première remarque, donc A c'est le mythe, hein, c'est tout ça, et donc je vais découper ça en plusieurs petites sous-parties. D'abord la présentation de la situation initiale, ensuite l'examen de l'homme modéré, hein, l'homme sage, et ensuite l'examen de l'homme hédoniste, hein, donc de Calliclès, celui qui veut se faire plaisir à n'importe quel prix. Voilà, donc on va faire 3 sous-parties: la situation des tonneaux, l'examen de la vie de l'homme modéré et l'examen de la vie d'excès. Alors, donc première sous-partie, la situation initiale. Alors d'abord, il y a des points communs en fait entre le sage et l'intempérant. Hein, l'intempérant, c'est celui qui mène une vie d'excès. D'abord, il partage la condition humaine. Et alors là, ce qu'on voit, c'est que dans ces deux genres de vie, les deux hommes, tous les deux, possèdent un grand nombre de tonneaux. Les tonneaux de l'un sont sains, remplis de vin, de miel, de lait, etc. Remplis de toutes sortes de choses. Chaque tonneau est plein de ces denrées liquides qui sont rares, difficiles à recueillir et qu'on n'obtient qu'au terme de travaux pénibles. Et l'autre, voilà, on a ici, et l'autre homme, quant à lui, serait aussi capable de se procurer ce genre de denrées. Donc il a aussi des denrées difficiles à recueillir. Il en a aussi beaucoup, même si elles sont difficiles à recueillir. Mais comme ces récipients sont percés, il serait forcé de les remplir sans cesse jour et nuit en s'infligeant les plus pénibles peines. Donc l'autre, il a aussi en fait plein de tonneaux, il a aussi des denrées pour les remplir, et d'ailleurs il essaye de le faire même si ces tonneaux sont troués. Donc en fait, ils ont plein de choses en commun si on y regarde bien. Alors je les ai un petit peu analysés. D'abord, les deux ont des désirs, hein, ils ont tous les deux plein de tonneaux. Donc je vous le rappelle, c'est que pour nous tous, le but de la vie, c'est le bonheur, parce qu'il semble que le bonheur soit le souverain bien, le bien absolu. On appelle ça eudémonisme. Alors ça, si vous avez oublié, il faut l'apprendre, il faut aller revoir ça dans la vidéo précédente. Hein. C'est que le bonheur, c'est pas un bien comme les autres, hein, c'est le bien en vue duquel on veut toutes les choses. C'est le bien ultime. C'est le bien qui donne de la valeur à notre vie et à tout ce qu'on convoite. Oui, l'argent, on le veut. Pourquoi ? Pour être heureux, mais le bonheur, on le veut pourquoi ? Pour être heureux. Hein, c'est un but en lui-même, alors que l'argent est un but pour autre chose. Bien. Alors, qu'est-ce que ce qui nous enseigne du coup que le but de la vie, c'est le bonheur, c'est que on a des désirs. Parce qu'au fond, tout désir, ce que je viens de dire, est désir de bonheur. Donc les deux ont des désirs, tout simplement parce que le but de la vie, c'est le bonheur, et que on cherche tous à être heureux, c'est les désirs qui nous indiquent ça. Deuxième idée, c'est que non seulement on a des désirs, non seulement on cherche le bonheur, mais ces désirs, on les subit. Le sage n'échappe pas à ça. Il a de nombreux désirs, ces désirs s'imposent à lui malgré lui. Alors l'expérience typique de ça, c'est la tentation. Hein, oui, dans la tentation, et en particulier chez celui qui essaie de se modérer, hein, pensez à si vous avez fait un régime par exemple, hein, précisément quand on essaie de se retenir, on est d'autant plus tenté, nos désirs s'imposent à nous malgré nous, et contre notre volonté. Nous on aimerait bien juste ne pas avoir faim, ne pas être tenté, mais pourtant ça marche pas comme ça. Alors pourquoi le désir justement, c'est quelque chose qui laisse pas le sujet libre. Désirer, c'est éprouver passivement, c'est ça qui est important, passivement, de l'attrait, par la séduction de quelque chose. Hein. Mes désirs s'imposent à moi, ils font effraction en moi, et en particulier quand je rencontre un objet qui me séduit. Alors par objet, hein, ici je veux dire, ça ne veut pas forcément dire une chose matérielle, hein, je parle de l'objet du désir, ça peut être une personne, une idée, la renommée, quelque chose d'abstrait, hein, c'est tout ce que je peux désirer, hein, c'est ce que j'appelle l'objet du désir. Donc quand je me suis face à cet objet du désir, la chose que je convoite, la personne que j'aime, l'imagination de la reconnaissance sociale ou quelque chose comme ça, dès que j'y pense, ça s'impose à moi, je le désire. Quand je me représente l'objet que je désire, et celui que je l'imagine, hein, il imprime en mon esprit quelque chose et il réduit mon esprit à une forme de passivité. Je suis obligé de le désirer. Alors je dis l'objet impose sa loi au sujet en faisant naître en lui
un désir auquel il pensait pas forcément et qu'il n'a pas forcément choisi. Alors, ouais, je pense que c'est quelque chose qui arrive typiquement par exemple quand on travaille et tout d'un coup hop, le désir me déconcentre, j'ai une petite faim, j'ai envie d'aller faire autre chose, et vous voyez nos désirs ici font irruption en nous, font effraction en nous et nous imposent finalement de nous déconcentrer, occupent notre attention malgré nous. Alors la conséquence de ça, c'est que si on choisit pas ce qu'on désire, du coup on n'est pas non plus responsable de ses désirs, et le sage non plus, il n'y peut rien. Et l'enjeu éthique semble plutôt concerner le passage à l'acte. Je vais le redire autrement, mais par exemple le pédophile ne choisit pas d'être pédophile. Il désire ce qu'il désire malgré lui, pour ainsi dire. Le problème, c'est le passage à l'acte. Et les désirs s'imposent à lui malgré lui. Toute la question est, est-ce qu'il va y succomber ou non, et donc la question morale semble plutôt... porté là-dessus. Alors, troisième aspect qu'ils ont en commun, c'est que comme mes désirs s'imposent à moi, je dois m'en occuper, et les deux personnages doivent remplir leur tonneau. Alors, comment est-ce que le désir s'impose à moi? Il s'impose comme une exigence à laquelle je peux pas me dérober. Et pourquoi? Comment est-ce que je sais que c'est une exigence? C'est que ça fait mal. C'est la douleur du manque. La douleur du manque me rappelle toujours à l'ordre. Le manque, c'est la manière dont le désir s'impose à moi, dont j'en fais l'épreuve, et c'est assez désagréable. On désire qu'il disparaisse. Et alors je vais le dire un peu conceptuellement, le désir est donc désir de sa propre disparition. Puisque si je désire ne plus éprouver le manque, au fond je désire ne plus désirer. Le désir, c'est une tension psychique qui vise à sa propre disparition dans la satisfaction. Alors j'ai oublié de préciser quelque chose, c'est que pourquoi est-ce qu'on peut assimiler, semble-t-il, désir et manque? C'est que on désire que ce dont on manque. Ce qu'on a déjà, ça nous intéresse pas trop. Pensez aux enfants, ils veulent toujours le jouet du copain, alors qu'ils ont plein de jouets dans leur coffre à jouets. Alors oui, c'est bien dans l'expérience du manque que je m'aperçois que j'ai des désirs. Et je désire que ce que je manque, et le manque me révèle mes désirs. Et donc, pour ne pas souffrir, il semble que, du coup, il faut éteindre ce manque en nous. Alors quatrième aspect, c'est que il est toujours difficile de satisfaire ses désirs. Dans le texte, il dit les denrées pour le faire sont rares, difficiles à obtenir et obtenues par des travaux pénibles. Alors si on désire que ce dont on manque, c'est ce que je viens de dire, on désire ce qu'on n'a pas. Voilà, c'est l'exemple du petit qui désire les jouets du copain. Et du coup, si on désire ce qu'on n'a pas, c'est forcément qu'il faut l'obtenir. Or, je l'avais dit déjà dans le texte de Calliclès, la nature est rétive à la satisfaction. Elle ne se laisse pas faire. C'est pas le paradis autour de nous. Elle est économe dans ses ressources. Le lapin, il essaye de filer. Il se dit pas « Allez, vas-y, mange-moi, c'est bon, je sens que t'as un petit creux, fais-toi plaisir. » On est obligé de transformer la nature pour pouvoir en profiter. Les meubles, ils se fabriquent pas tout seuls. Il faut attendre que le bois pousse. Il faut vérifier que la forêt est en bonne santé, le couper, le raboter, etc., etc. Le contraire de ça, ce serait le paradis. Le paradis, c'est littéralement l'absence de médiation entre le désir et la satisfaction. Y a pas de travail au milieu. Je désire, j'ai. Et le réel, c'est le contraire. C'est je désire, je suis obligé de travailler et de me bouger, et c'est seulement ensuite que je réussis à avoir quelque chose. Et qu'est-ce qui arrive à Adam et Ève quand ils quittent le paradis, dans la Genèse? C'est tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. C'est précisément le travail. C'est le travail qui joue ce rôle de médiation entre la satisfaction et le moment du désir. Et Hegel, il a une belle définition de ça, il dit le travail, c'est la satisfaction retardée du désir, mais qui est nécessairement retardée du fait de la nature du réel. Le réel, c'est ce qu'on n'a pas tout de suite. On n'a pas tout de suite, c'est ça la réalité. Et du coup, on comprend que voilà, nos désirs, ils sont exigeants, ils veulent plein de choses, et en plus, ces choses, c'est pas facile de les avoir, il faut transformer la nature, c'est rare, il y a une compétition même pour obtenir les biens qu'on veut, et du coup, on galère pour être heureux. Alors la conclusion de ce premier point, c'est que le sage comme l'hédoniste subissent la condition humaine. Tous les deux recherchent le bonheur, et c'est pas facile parce que notre condition nous impose la difficile expérience du désir. Mais là où ça va différer, c'est qu'il y a deux manières de le rechercher. Donc la première qu'on va voir, c'est celle de l'homme sage. Alors qu'est-ce que c'est son mode de vie? C'est pas trop exciter ses désirs. Essayer de les limiter. Essayer d'arriver au contentement. C'est-à-dire le moment où le tonneau il est rempli, et le but du jeu c'est qu'on est, on est contenté, on est satisfait. Satis en latin ça veut dire assez, on en a juste assez. Vous voyez, le tonneau il déborde pas, il n'est pas non plus vide. On a un juste milieu de la satisfaction si vous voulez. On peut aussi parler de satiété, c'est la même racine, satiété, satis en latin,
je vais le redire, insatis, ça veut dire en avoir assez. Hein. Mince. Tac. Alors, il y a un mot plus technique encore pour le dire, c'est l'ataraxie. L'ataraxie en grec, c'est ça veut dire c'est la privation, et taraxia, c'est le trouble. Donc, A égale privation, taraxia, c'est le trouble. Hein, c'est l'absence de trouble. J'ai pas de trouble, j'ai rien qui me dérange. C'est la tranquillité, hein, on peut le dire aussi comme ça. Alors, je justifie un petit peu. Qu'est-ce que dit Socrate ici? C'est que la vie heureuse, c'est pas tellement le moment de la jouissance, le moment du plaisir, mais le moment de plénitude à la fin. C'est le but. Le plaisir, c'est juste le moyen d'arriver à la tranquillité. Effectivement, j'ai soif, ça me fait plaisir de boire, mais ce que je recherchais avant tout dans la boisson, c'était le fait de ne plus avoir soif, d'être débarrassé de ce qui du fait d'avoir la gorge sèche, du désagrément du manque d'eau. Et le plaisir, c'est juste ce qui me guide vers la satisfaction. Mais c'est pas le but en lui-même. La preuve, c'est qu'au bout d'un moment, si vous continuez à boire de l'eau, ce sera plus agréable et même vous allez avoir mal au ventre, ça va vous faire mal, ce sera plus bon. Ce que je cherche le désir, c'est simplement le moment de la tranquillité qui suit la satisfaction. Donc, l'intérêt dans cette définition, c'est que, au fond, ça rend le bonheur assez simple à obtenir. Parce qu'il suffit simplement de supprimer le manque. Et c'est ce que nous enseigne la nature en un sens. Hein. Le but du désir, c'est sa disparition. Et vous voyez, l'idée, c'est que il suffit juste d'atteindre cet état de tranquillité, de supprimer ce qui nous dérange pour que, finalement, pour être heureux. Et ça, c'est possible. On peut boire jusqu'à n'avoir plus soif, sans excès, sans dépasser, et avoir un moment de tranquillité. On a plein de moments de tranquillité dans la journée, on l'a tous les jours, et en fait, Socrate dit, plus vous êtes modéré, plus vous avez une vie simple, plus vous allez être tranquille, et plus vous serez heureux. C'est aussi simple que ça. Alors qu'à l'inverse, avec la définition de Calliclès, qui consiste à rechercher le plaisir, on pourrait dire mais tu veux un plaisir, mais t'en veux combien? C'est quoi la limite? Et on pourrait dire que en fait on n'est jamais heureux parce qu'on pourrait toujours vouloir un plaisir de plus. Donc si on définit le bonheur comme simplement faire disparaître le manque, en fait on peut très bien le trouver. C'est la tranquillité, c'est la sieste, etc. Alors que si on définit le bonheur comme chercher le plaisir, au fond, on ne saura pas où est-ce qu'il est le bonheur, parce qu'on pourra toujours en vouloir davantage, et on ne sera jamais vraiment content, vraiment comblé. Alors, je continue. Donc, au fond, ce que définit ici Platon, c'est que le sage... pourquoi est-ce qu'il est plus heureux d'après lui que l'hédoniste? C'est qu'il ne cherche pas le bonheur toujours dans un nouveau bien, dans un nouveau type de plaisir, ou dans des désirs éventuellement même plus nobles que d'autres, mais plutôt, ce qui change, c'est que sa manière de rechercher le bonheur est différente. Il modifie son rapport au plaisir. Il considère que le plaisir, c'est pas le but, mais juste un moyen pour atteindre la tranquillité. Et c'est ça que nous enseigne la nature, c'est que, on mange jusqu'à plus avoir faim. Et regardez, les bébés, c'est ce qu'ils font. Ils s'étouffent pas dans le biberon, ils ne mangent pas 4 fois leur biberon. Quand ils ont plus faim, ils s'arrêtent naturellement, parce qu'ils sont arrivés à satiété, ils débordent pas. Alors à l'inverse, c'est le troisième point de ce grand premier paragraphe, l'hédoniste a une tactique assez différente. Son but, c'est la jouissance, la satisfaction. Lui, il a le plaisir pour but, et pas seulement comme moyen de la tranquillité. Alors, ce qu'on va démontrer maintenant, et c'est vraiment le passage le plus important, je pense, du cours sur le bonheur, c'est pourquoi est-ce que, au fond, ça rend malheureux, cette affaire-là. Pourquoi est-ce que l'intempérant est malheureux? Alors, la réponse que va donner Socrate, c'est qu'en fait, en menant une vie intempérante, on va être un éternel insatisfait. Alors, plusieurs façons de le démontrer. D'abord, l'expérience du désir, en elle-même, est douloureuse. Et au fond, l'intempérant... a une vie dans laquelle il désire tout le temps. Alors pourquoi? D'abord, elle est douloureuse parce qu'au fond, désirer, c'est manquer. Ça, on l'a dit tout à l'heure. Donc celui qui mène une vie de plaisir, celui qui veut du plaisir, il mène aussi une vie de manque, forcément, puisqu'il faut manquer pour pouvoir éprouver du plaisir. Le plaisir n'apparaît que quand on est en train de combler un manque. Mais donc, s'il n'y a pas ce manque d'abord, en fait, il n'y a pas de plaisir particulier. Donc, celui qui veut mener une vie de plaisir est obligé d'en passer par une vie de manque pour pouvoir éprouver du plaisir. Donc il fait souvent l'expérience du manque et il est souvent pas content. Deuxième moment, c'est que ce manque, il se renouvelle tout le temps.
les désirs et les besoins renaissent sans cesse. Et ils renaissent d'autant plus vite qu'on les satisfait rapidement et qu'on n'est pas capable d'attendre. C'est, voilà, je pense que l'expérience qui le montre le mieux, c'est l'expérience du caprice. Hein, l'enfant capricieux, c'est celui qui ne sait pas attendre et qui, du coup, subit très régulièrement la répétition de cette douleur du manque. Le troisième argument qu'on peut donner, c'est que non seulement on fait l'expérience du manque, mais si on veut le plaisir, on en est toujours inquiet. Le désir, c'est une forme d'inquiétude. Est-ce que je vais réussir ou pas à satisfaire mes désirs ? Vous voyez, ça me travaille, je suis tout le temps dans l'expectative. Est-ce que je vais réussir à être comblé complètement ? Et on peut même aller jusqu'à dire, et c'est ce que font des gens, on passe plus de temps à chercher qu'à en profiter. Dès qu'on a ce qu'on veut, on est tout de suite sur le truc d'après. Voilà, vous allez à la plage, vous commencez à vous reposer, vous êtes déjà en train de vous dire quel pote je vais voir ce soir, qu'est-ce que je vais faire, machin, et au fond, on n'a même pas le temps de savourer. La vie de plaisir, celui qui recherche le plaisir, finalement, c'est une vie inquiète. Parce que les plaisirs sont difficiles à obtenir, on l'a dit, et on est toujours à l'affût du prochain, à préparer le prochain plaisir. Quatrième argument, toujours dans cette idée que l'expérience du désir est douloureuse en elle-même, c'est que la durée de satisfaction, elle est finalement très faible par rapport à la durée du manque, par rapport à la durée de la recherche. Pourquoi ? Parce qu'au fond, je suis obligé de détruire ce qui rendait le plaisir possible pour en profiter. Voilà. Si vous mangez un gâteau au chocolat, ce qui fait que c'est bon et que vous en profitez, c'est que vous avalez le morceau. Si vous le recrachez, c'est plus tellement agréable. Et de la même façon, si vous voulez éprouver du plaisir, qu'est-ce que vous êtes obligé de détruire ? C'est le manque. Puisque en éprouvant le plaisir, le manque disparaît. Mais comme le manque, c'est ce qui donnait la possibilité du plaisir, en fait, vous détruisez ce qui rendait votre plaisir possible et actif en vous. Bien. Donc, premier point donc, et je vous l'ai démontré par 4 arguments, vous n'êtes pas obligé de les retenir tous, mais c'est l'expérience du désir est en elle-même douloureuse. Et celui qui, du coup, est intempérant, celui qui mène une vie de plaisir, il va forcément la rencontrer beaucoup plus souvent que les autres. Deuxième grand type d'argument, c'est que, non seulement l'expérience du désir est douloureuse, mais souvent je suis frustré parce que je ne réussis pas à avoir ce que je veux. Alors pourquoi ? Eh bien, d'abord... la plupart des biens qu'on désire pour être heureux, ils ne dépendent pas de moi. Alors je vous donne plusieurs exemples, c'est que la santé, ça dépend un peu de moi. Est-ce que je mange correctement ? Est-ce que je vais chez le médecin régulièrement ? Je fais du sport, etc. Mais il y a aussi un truc qui dépend complètement du hasard. Est-ce que je vais avoir la malchance de développer telle ou telle maladie, d'avoir un accident, etc. L'amour, c'est pareil. Alors oui, ça dépend peut-être un peu de mes tentatives de séduction, mais au fond, c'est quand même c'est quand même dans la tête de l'autre que ça se joue. Et du coup, il y a quelque chose qui échappe complètement à mon pouvoir. La richesse, c'est pareil. Alors je peux peut-être travailler, etc. Mais si j'étais né à une autre époque, si j'étais né dans un autre pays avec une situation économique dégradée, si j'étais né, dans une famille plus riche, plus pauvre, etc. S'il y a un crack économique au milieu de mon existence, au fond, on voit bien qu'il y a quelque chose, même dans la richesse, qui m'échappe. Pareil pour la gloire ou la célébrité, ça dépend de l'opinion des autres et pas que de ce que je peux faire. Donc, conséquence, celui qui désire des choses, et comme la plupart ne dépendent pas de moi, finalement, il va être frustré souvent. Et pire, il va devenir fataliste, car il va avoir l'impression, finalement, que le bonheur est plus souvent le fruit du hasard, puisque ça dépend pas de lui. Et en fait, le mot bonheur signifie étymologiquement ça, que ça dépend du hasard, le bonheur. Un bonheur, c'est bien l'ancien français bonne our, qui vient du latin bonne augure. L'augure, c'est la chance en fait. Les augures, c'est chez les Romains, c'est des devins qui essaient de deviner si les auspices vont être favorables ou non dans telle ou telle entreprise. Voilà. Au fond, bonheur, ça veut littéralement dire bonne chance, parce que au fond, celui qui a pas de chance, il sera malheureux quoi qu'il fasse. En grec aussi en fait. Eudaimonia, qui traduit bonheur, qui donne eudémonisme, ça veut dire bon démon. C'est bon, daimon, on entend, ça veut dire le démon. Pourquoi ? Parce que les Grecs pensaient que pour être heureux, pas Socrate, mais disons, c'était un peu une superstition grecque, c'est que les gens qui étaient heureux, c'est ceux qui avaient un bon démon qui veillait sur eux. C'est un peu l'idée de la bonne étoile. Donc en gros, il faut de la chance. Alors le problème, c'est que quand on commence à croire que le bonheur, ça dépend de la chance, parce qu'on se rend compte que il dépend pas que de ma volonté de réussir à satisfaire mes désirs,
c'est qu'on va devenir complice de son malheur. Pourquoi ? Parce que celui qui est pas heureux, il va devenir superstitieux, hein, il va commencer à, je sais pas, justement essayer de porter des porte-bonheur, il va dépenser son énergie à prier et à faire ce genre de choses, au lieu de travailler à l'amélioration réelle de sa vie. Et vous voyez, celui qui joue au loto, finalement, à la place d'utiliser son argent pour se rendre heureux, il le dépense en vain pour gagner quelque chose qu'il ne gagnera jamais. De la même façon, celui qui est heureux a tout le temps peur de perdre son bonheur, puisqu'il sait que ça dépendait pas vraiment de lui. Alors, petite parenthèse de vocabulaire, donc le mot qu'on vient de voir c'est fatalisme. Hein. Fatalisme, ça veut dire destin, hein. Ça vient de fatum en latin. Tac, je l'écris là, qui veut dire le destin. Le fataliste, c'est celui qui croit que, au fond, il n'est pas vraiment maître de son existence, mais son existence, ça dépend de la chance, ça dépend du destin. Et le contraire du fatalisme, c'est le volontarisme. On entend que ça vient de volonté. Hein. Le volontarisme, c'est celui qui pense que son bonheur dépend de ses efforts, de sa volonté, et pas du hasard des circonstances ou du destin. Alors, il ne faut pas confondre avec pessimisme et optimisme. Le pessimisme, c'est celui qui pense que le bonheur n'est pas de ce monde, le bonheur n'existe pas. Et l'optimiste, au contraire, c'est celui qui pense que le bonheur existe bien. Et donc on peut faire le lien entre les deux concepts. Très souvent, le fataliste devient pessimiste. Hein. À force d'encourager, d'entretenir son malheur pour ne pas travailler à s'en sortir, il va se décourager, hein, et il va devenir pessimiste. Alors, deuxième argument pour montrer qu'on est souvent frustré si on cherche à mener une vie de plaisir, c'est que en fait on désire aussi non seulement des choses qui ne dépendent pas de moi, mais des choses qui sont littéralement impossibles. On a peur de mourir, en fait ça veut dire qu'au fond nous on désire l'immortalité. On veut l'amour, mais qu'est-ce que c'est l'amour ? Alors il y a un petit exemple de Sartre que j'aime beaucoup. Il dit au fond dans l'amour on veut un truc impossible. Parce que aimer, c'est désirer quelqu'un, mais certes, mais c'est surtout désirer que l'autre nous aime. Hein. Quand on veut l'amour, on veut pas seulement être le seul, que ça aille que dans un sens, on veut que ça aille dans les deux sens, on veut qu'on cherche le désir de l'autre. On désire l'autre et on désire qu'il nous désire. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Quand on désire le désir de l'autre, on veut d'un côté qu'il soit comme ensorcelé par nous, qu'il nous aime malgré lui, qu'on soit irrésistible. Hein, on veut qu'il soit pas libre de nous désirer, mais en même temps, on veut pas non plus qu'il soit prisonnier de ce désir. On veut aussi qu'il y ait quelque chose d'un peu volontaire. Hein. On veut que l'autre ait le pouvoir de se refuser à nous. On voudrait pas, par exemple, si on donnait un filtre d'amour à quelqu'un et qu'il tombait de nous, ça nous intéresserait pas, parce qu'on sent que l'autre a pas vraiment choisi, qu'il a pas vraiment le choix. Donc voilà, Sartre nous dit, on veut quelque chose de complètement contradictoire. On veut à la fois que l'autre ce soit une sorte de choix de sa part, qu'il soit d'accord, et en même temps qu'il n'ait pas le choix, qu'il tombe amoureux de nous comme ensorcelé. Donc on veut un truc qui est littéralement contradictoire. Et ce qu'on peut remarquer ici, c'est que le désir est aveugle au réel, il est aveugle à la contradiction, à la réfutation. Hein, on peut nous expliquer 40 fois que ça c'est pas bon pour nous, on ne pourra pas s'empêcher de le désirer quand même et de retomber dans le même panneau. Hein. Même si on sait que c'est impossible, ou que ça nous fait du mal, on continue quand même. On pensait, je sais pas, le drogué, il va dire mais je sais que c'est pas bon pour moi, mais je peux pas m'en empêcher, je le désire quand même. Ou ceux qui retombent toujours amoureux du même genre de personnes, compulsivement, ils savent que c'est pas bon pour eux, mais ils vont rechercher leur bonheur dans un objet impossible. Bien, donc, premier argument, je rappelle, l'expérience du désir est en elle-même douloureuse. Deuxième argument, en plus, elle m'expose souvent à la frustration. Hein. Troisième argument maintenant, même quand on a ce qu'on veut, et donc on n'a pas fait cette expérience de la frustration, parfois on est insatisfait quand même. Alors ça c'est vraiment étonnant. Alors je pense que l'expérience qui le montre le plus, c'est l'expérience de la déception. Qu'est-ce que c'est la déception ? C'est j'arrive à satisfaire mon désir, mais au moment où je satisfais mon désir, je m'aperçois que ça me plaît pas tant que ça. La satisfaction me révèle que c'était pas vraiment ce que je voulais, ou que j'en ai pas eu assez, ou que ça va pas. Hein. Au cœur de la satisfaction peut venir se loger l'insatisfaction. Mais c'est même peut-être la satisfaction qui va révéler l'insatisfaction que je peux éprouver. Alors, je vais vous donner quelques exemples, quelques raisons de la déception. Alors d'abord, le premier argument, c'est, au fond, souvent on désire des objets irréels.
C'est le phénomène qu'on appelle de cristallisation. Alors qu'est-ce qui se passe quand on va désirer? En désirant, on va commencer à imaginer ce qu'on désire. Hein. On fantasme, on y pense, on aime bien y penser, c'est agréable, et au fur et à mesure d'y penser, l'imagination va un peu transformer l'objet auquel on est en train de penser. Mais le problème, c'est qu'à force de le transformer, en fait, il fabrique un objet qui n'existe pas, qui devient complètement irréel. Et du coup, il rend la satisfaction qui est littéralement impossible. Et du coup, quand je vais obtenir ce que je crois vouloir, je vais me rendre compte que c'est pas du tout à la hauteur de ce que j'avais imaginé. Hein, l'imagination va falsifier mon désir et finalement le rendre littéralement impossible. Alors, je vais parler de cristallisation parce que c'est Stendhal qui utilise ce mot. Il dit, quand on tombe amoureux, on fabrique, notre imagination va embellir l'objet du désir, et du coup, on sera déçu au moment où on découvrira dans la satisfaction que finalement, cet objet-là n'est pas à la hauteur de ce qu'on espérait. Tant qu'on ne satisfait pas, finalement, le désir peut quand même continuer à désirer et donc à délirer, mais à partir du moment où on met un terme au désir, justement ce travail de l'imagination cesse. Voilà, Terence, ma classe de STMG. Alors, deuxième argument. Donc, il y a aussi des objets que finalement je désire, mais en fait, c'est pas moi qui les désire vraiment. C'est des désirs qui sont venus en moi malgré moi, qui sont les désirs d'autres personnes, et que pourtant j'ai pris à mon compte. Alors, j'ai dit ça, c'est le désir aliéné, parce que alien, en latin, ça veut dire étranger. L'alien, c'est l'étranger. Voilà. Et donc j'ai des désirs en moi qui ne sont pas les miens, des désirs étrangers. L'exemple, c'est le petit qui veut faire, qui dit qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus grand? Comptable, alors qu'il a 4 ans. En fait, il veut juste faire comme son papa. Alors ça, c'est un exemple, on en a plein d'autres. L'industrie publicitaire, c'est une industrie... Oh t'as pas faim en fait, toi. Tu as pas faim, toi. L'industrie publicitaire, c'est une industrie justement qui a pour but de produire en nous des désirs qui ne sont pas les nôtres. On n'en avait pas besoin, on n'y pensait pas, et tout d'un coup, on peut pas s'empêcher de le désirer. L'exemple que j'aime bien donner, c'est l'exemple de la Ferrari. La politique marketing de Ferrari... C'est un peu comme ça. La politique marketing de Ferrari, c'est de dire, si je peux produire 1000 voitures, j'en produirai que 800. J'ai fabriqué une rareté artificielle qui va me permettre d'augmenter les prix et de transformer cet objet en objet de luxe. Et du coup, les gens ils vont être attirés par la Ferrari, non pas parce que c'est leur désir, c'est quelque chose qu'ils aiment bien, mais parce qu'on aura induit en eux l'idée que c'est un bien d'exception dont on peut être fier, etc. Donc c'est un désir qui n'est pas vraiment le mien, qui a été produit en moi malgré moi. Alors c'est quand même une idée qui est un petit peu paradoxale, parce que on aurait plutôt tendance à penser que le désir, c'est quelque chose qui est vraiment l'espace de ma liberté, et c'est vraiment l'endroit où tout ce qu'il y a de plus intime se joue. Et quand je désire quelque chose, je ne me sens jamais forcé à désirer telle ou telle chose, à choisir tel ou tel objet. C'est bien dans le désir que j'affirme mon identité, ma personnalité. Comment est-ce que, quand on fait connaissance avec quelqu'un, ce qui fait qu'on va découvrir qui il est, c'est quand on va savoir ce qu'il aime en fait. Et si on aime le même genre de choses. Donc le désir apparaît comme ce par quoi je réalise ma nature profonde, et pourtant là ce qu'on vient de voir, c'est que souvent je suis disposé à désirer telle ou telle chose. C'est pas ma nature que je réalise, mais celle de la société de consommation, celle de la publicité. Il y a tout un tas de manières dont ce qui m'apparaît a priori comme étant le plus mien est en fait complètement étranger. Alors il y a un philosophe qui s'appelle René Girard qui dit qu'une des grandes propriétés du désir, c'est d'être mimétique. Ça veut dire que souvent on désire une chose non pas parce qu'on la trouve bien, mais parce que c'est quelque chose que quelqu'un qu'on admire désire aussi. En fait, on désire ressembler à l'autre par son désir. Typiquement, dans la publicité par exemple... c'est pour ça qu'ils mettent des stars partout. Pourquoi ils mettent des stars? Parce qu'on va dire, mais si je consomme la même chose que telle ou telle personne que j'admire, c'est qu'au fond, je lui ressemble un petit peu. Alors je vois bien que je lui ressemble pas physiquement, que j'ai pas la même célébrité, les mêmes compétences, le même talent, que sais-je, machin. Mais il y a un endroit par lequel je peux le ressembler, et lui ressembler jusqu'à dans son identité la plus profonde, c'est par mes désirs. Et c'est comme ça que ça fonctionne. En fait, on désire pas une chose, on désire être celui ou celle qu'on admire. Et je pense à l'exemple des familles, des petits frères, des petites sœurs, etc. Qu'est-ce qu'ils font les petits frères et les petites sœurs?
ils n'arrêtent pas de faire comme les grands, d'imiter les grands. Mais c'est pas parce qu'ils aiment bien faire l'activité que fait le grand, c'est parce que ils admirent le grand frère ou la grande sœur et ils veulent leur ressembler, hein, tout simplement. Et bah ça implique que, en un sens, on impose des désirs bien plus souvent que je le crois, et même certains désirs sont fabriqués de toutes pièces. Alors, la conclusion de ce premier grand moment, vous inquiétez pas, on a bientôt fini, regardez, page 7 sur 10, ça va, c'est que la plupart du temps, je suis quand même tous mes désirs, et du coup je me dirige vers le malheur en croyant produire mon bonheur. Voilà, c'est l'écueil dans lequel tombe l'hédoniste, hein, et c'est pour ça que Platon dit il serait forcé de remplir sans cesse, jour et nuit, en s'infligeant les plus pénibles peines. Hein, c'est parce qu'on n'apprend jamais la leçon, le désir se renouvelle tout le temps, on en souffre tout le temps, et en fait ça c'est l'exemple du tonneau des Danaïdes que je vous ai que j'ai évoqué en introduction. Alors les tonneaux des Danaïdes, c'est un supplice que les anciens ont imaginé. Les 50 filles de Danaé qui ont tué leur mari pendant leur nuit de noces sont condamnées pour l'éternité à remplir un tonneau percé avec une passoire, ce qui est donc évidemment pas facile, hein. Donc voilà, c'est un supplice à la fois infini et impossible, hein, d'un espèce de travail perpétuel qui est fait en vain. Et vous voyez, on peut dire que la condition humaine est un petit peu comme ça, hein. On mange, mais en fait ça sert à rien, puisqu'il faut remanger le lendemain. Et toute notre vie, on passe à essayer de remplir un trou qui se bouge jamais, hein, à essayer de combler un manque qui est sans cesse répété et qu'on n'arrive jamais à satisfaire complètement. Alors, il y a d'autres mythes comme ça. Il y a le mythe de Sisyphe, hein, qui remonte un caillou au-dessus d'une colline et le caillou retombe à chaque fois et il est à chaque fois obligé de recommencer. Ou Tantale, lui qui est condamné à être sur une île dans laquelle voilà, il y a de l'eau et des fruits et il a faim, il a soif, mais à chaque fois qu'il approche la main de l'eau, l'eau recule, et à chaque fois qu'il approche la main du fruit, l'arbre grandit, il n'arrive pas à les attraper. Donc voilà, en un sens, l'hédoniste ne peut pas s'empêcher de tomber dans le piège du désir, et c'est ce qui fait qu'il est un éternel insatisfait. Alors, je vais passer maintenant à l'objection de Calliclès. Alors, qu'est-ce que nous dit Calliclès? Il dit, mais Socrate, tu me convaincs pas, car l'homme dont tu parles, celui qui a fait le plein en lui-même et en ses tonneaux, n'a plus aucun plaisir. Il a exactement le type d'existence dont je parlais tout à l'heure, il vit comme une pierre. S'il a fait le plein, il n'éprouve plus ni joie ni peine. Au contraire, la vie de plaisir est celle où on verse et on reverse autant qu'on peut dans son tonneau. Alors je vais dire deux petites remarques sur ce passage. D'abord, Calliclès va dire ce que la vie de bonheur n'est pas, ce que le bonheur n'est pas, et ensuite ce que c'est vraiment. Alors, d'abord il dit le contentement, l'ataraxie, donc la tranquillité dont Socrate prétend qu'elle est le bonheur, puisqu'elle fait disparaître tout manque finalement et toute demande en moi. En fait c'est pas vraiment le bonheur, c'est l'ennui, hein. On s'ennuie. C'est alors je pense qu'une bonne on en avait déjà parlé, à mon avis, si on satisfait tous ses désirs, finalement on n'a plus tellement de raison de se lever le matin, on est un peu on est un peu vide, hein. C'est le désir qui donne du plaisir à mon existence. Mais pensez simplement à cet idéal de tranquillité. Si vous faites une sieste, je sais pas, dans la prairie ou sur la plage et vous avez rien à faire, pas de soucis, mais en fait au bout de 5 minutes ça gratte, on pense à autre chose, on essaie d'organiser sa soirée, etc. En fait on tient pas 2 secondes dans la tranquillité. Ce que Calliclès dit, c'est que la tranquillité, mais c'est insupportable en fait, on n'aime pas vraiment ça, hein. On veut tout de suite se divertir, faire un truc, je sais pas, regarder son téléphone, parler à ses copains, regarder un film, etc. Mais une tranquillité pure dans laquelle on désire rien, en fait c'est insupportable, hein. Et ce Calliclès dit, mais au fond un tel bonheur, c'est pas l'apparition du bonheur. Le bonheur, ça doit se sentir. La tranquillité, c'est simplement la négation de la sensation. Quand on est tranquille, c'est juste qu'il se passe rien en nous. Mais ça, c'est pas agréable du tout. C'est un bonheur qui ne se sent pas, hein. On peut dire le sage meurt de faim à côté de ses tonneaux remplis. Il n'en profite jamais, hein. Au fond, il maîtrise pas du tout ses désirs. Il se modère pas. C'est juste qu'il aime pas le désir. Il essaye de le détruire. Et du coup, il vit jamais de plaisir. Alors, à l'inverse, Calliclès, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, mais qu'est-ce que c'est le plaisir? C'est le plaisir en mouvement, c'est le moment de la jouissance, c'est ça le bonheur. Vous voyez, Calliclès, il est assez intelligent parce qu'il dit pas que, évidemment, il va réussir à combler tous ses désirs, mais en fait, il veut pas ça. C'est pas son but. Son but, c'est pas d'arriver à être comblé, d'arriver à avoir un tonneau rempli. Son but, c'est simplement de pouvoir jouir tout le temps, de pouvoir refaire autant qu'il veut le moment de la satisfaction. Donc en fait, pour Calliclès, c'est vachement bien que son tonneau il soit troué, puisqu'à chaque fois que le tonneau se vide, ça laisse l'occasion de le remplir à nouveau.
être comblé, ce serait ça le problème. Le renouvellement du désir, son caractère infini, c'est pas du tout la punition de l'existence, le truc qui fait qu'on sera jamais content. C'est au contraire la super bonne nouvelle, c'est qu'on pourra toujours refaire cette expérience de la jouissance et du plaisir. Donc ici, je pense que Caliclès se défend quand même assez bien en montrant voilà, que, voilà, au fond, c'est l'idéal socratique de tranquillité, de satisfaction qui est illusoire. Hein. Caliclès dit, mais en fait, si vous cherchez la satisfaction, c'est sûr que vous ne serez jamais content. Mais en fait, de toute façon, c'est pas ça le bonheur. Le bonheur, c'est juste le moment du plaisir, et ça, voilà, il suffit si ça se renouvelle, c'est tant mieux. Alors, comment est-ce que, donc c'est troisième et dernière partie, comment est-ce que Socrate va répondre à l'attaque de Caliclès? Alors il va utiliser l'image du pluvier, hein, la vie de pluvier qui mange et qui fiente en même temps. Donc le pluvier, c'est un oiseau hein, qui est réputé pour avoir la digestion la plus rapide du monde, hein, donc aussitôt qu'il a avalé son ver de terre, et voilà, il le digère et il fiente. Hein. Donc qu'est-ce que c'est pour lui le pluvier? Donc deux choses. D'abord, c'est quelqu'un qui ne sait pas jouir de ce qu'il a. Son plaisir est littéralement réduit à rien tellement il le digère vite. Il ne sait pas savourer. Hein. C'est comme si, voilà, quand on mange voilà, devant un film ou devant une série, vous voyez, au fond, on se dit « Ah, c'est trop bien, tranquille, toutes les tensions de la journée s'apaisent. Non seulement voilà, je me restaure, mais en plus, je me divertis. » Ouais, vous voyez bien que souvent, on mange sans s'apercevoir qu'on mange, quoi. De façon complètement... on n'y fait pas du tout attention et du coup, on savoure pas du tout. Donc, en ce sens-là, le plaisir est réduit à rien. Et en plus... Socrate suggère quand même que c'est des plaisirs qui sont un peu ignobles, hein, que cherche Caliclès, c'est que les plaisirs matériels, voilà, voilà, du corps, de la sensualité et puis de la nourriture et puis même tout simplement de la défécation. Hein. Donc voilà, ici Socrate accuse Caliclès d'être un peu un gros beauf, quoi. Bien. Alors, qu'est-ce que va dire Socrate? C'est qu'avec sa stratégie là de pluvier, non seulement il est un peu Caliclès est un peu je sais pas, un porc, quoi, mais en même temps, en fait, ça marche pas. Hein, la vie de bonheur, la vie de bonheur, ça peut pas être la vie de plaisir. Enfin, ou plus exactement, si c'est la vie de plaisir, tu n'arriveras pas à profiter du plaisir que tu as. Alors pourquoi? Eh bien, on peut dire d'abord que le mauvais entretien des tonneaux finalement va empêcher Caliclès d'éprouver le plaisir qu'il prétend avoir. Alors, d'où elle vient d'ailleurs cette fêlure? On peut dire d'abord c'est de l'excès de remplissage. Hein. Caliclès c'est toujours de trop remplir son tonneau et du coup ça le fait craquer. Alors, ce serait l'équivalent dans l'expérience de la gourmandise par exemple. Hein. Je mange au-delà de ma faim. Et aussi le non-entretien, c'est-à-dire que il s'entraîne jamais à se modérer et à résister au moment de la satisfaction. Et alors, qu'est-ce que va dire Socrate? C'est que plus on cède à ses désirs, moins on peut leur résister. Et du coup, la vie devient une enchère impossible à la satisfaction. Caliclès, en fait, il devient esclave de ses désirs. Et ça va pas du tout lui produire du plaisir, ça va au contraire lui donner de la douleur. Hein. Celui qui mène une vie d'excès, en fait, il aura moins de plaisir que celui qui mène une vie simple. Et Socrate dit il faut plutôt renforcer son tonneau, ne pas le faire déborder, renforcer la solidité de son âme, hein, le pouvoir de la résistance de son âme face au désir. Alors, pourquoi donc ça c'est ce que... Attendez, hop, la vie d'excès, j'écris ici. Si on compare la vie d'excès et la vie simple. Tac, la vie d'excès et la vie simple. Alors, comment on peut dire? D'abord, dans la vie d'excès... on a une grande sensibilité à la douleur. C'est-à-dire que dès qu'on n'a pas ce qu'on veut, tout de suite on n'est pas content, tout de suite on en souffre. Hein. Imaginez, je sais pas, un roi ou je sais pas, un mec hyper riche qui sort de son confort quotidien, mais en fait il est vite agacé par n'importe quel petit dérangement auquel nous on ferait pas forcément attention. Alors que celui qui mène une vie simple, en fait il a l'habitude des privations et finalement la douleur, la frustration, il la ressent moins fortement. Contrairement à celui qui mène une vie d'excès ou une vie facile où il a tout ce qu'il veut tout de suite. Deuxièmement, l'homme qui mène une vie d'excès, au final, il est de plus en plus difficile à satisfaire. Hein, il devient de plus en plus insensible au plaisir qu'il éprouve. Alors il y a
deux raisons. D'abord, s'il répète les mêmes plaisirs, bah, il va se lasser. En vrai, c'est comme les montagnes russes. Hein. Si vous refaites des montagnes russes plusieurs fois dans la journée, bah, ça va vous faire de moins en moins d'effet parce que la sensation atteint une forme de seuil de saturation. Et si, à la place de répéter le plaisir, il essaie de l'augmenter, bah, en fait, ça va pas forcément arranger ses affaires parce que, vous voyez, il y a un moment de seuil, quoi, où on n'arrive plus à percevoir davantage et même ça devient douloureux. C'est l'exemple des chatouilles. Enfin, si vous augmentez le plaisir de la chatouille, bah, tout d'un coup, ça devient très désagréable. Alors, à l'inverse, le type qui mène une vie simple, eh ben, sa sensibilité au plaisir est accrue. Vous voyez, il sait mieux apprécier, il sait mieux profiter du plaisir. Hein, quand on a, je sais pas, vous avez un bon repas dans la semaine, bah, vous le savourez, vous en êtes vraiment très content. Et vous voyez, ça c'est un argument quand même intéressant pour dire que Socrate, il dit pas le plaisir c'est mal, voilà, il faut être super strict, etc. Non, il aime bien le plaisir. C'est juste que il cherche les conditions dans lesquelles il sera le mieux à même de l'éprouver et de l'apprécier. Enfin, troisième argument, c'est que l'homme qui mène une vie d'excès, il augmente aussi considérablement ses besoins. Il y a un emballement des désirs. Il a besoin de toujours plus de choses, de choses de toujours plus en plus compliquées. Vous voyez, il y a une enchère à la satisfaction. Et le truc, c'est que non seulement il en a besoin de toujours plus, mais il souffre de moins en moins de ne pas avoir ce qu'il veut. Alors qu'à l'inverse, l'homme qui mène une vie simple, en fait, il est très facile à satisfaire. N'importe quoi qu'il peut avoir sous la main, il va s'en contenter et il sera content. Alors, donc ici, il s'agit de changer ses habitudes de vie. Pourquoi ces habitudes? Parce qu'on voit bien ici, c'est la répétition qui va produire l'endurance. Alors, je vous rappelle la définition de l'habitude. C'est répéter un comportement, et à force de répéter un comportement, ça va développer en nous une tendance à le répéter de plus en plus facilement et sans y penser. Ça produit en nous une disposition. À force de répétition, j'ai plus aucun effort à faire, de volonté à mobiliser, ça se fait tout seul. Et du coup, vous voyez, c'est le fait que cet automatisme, qui va faire que, en fait, ça va être facile de mener une vie simple quand on mène une vie simple. Parce qu'on n'aura plus à y penser, on n'aura plus à faire d'efforts. Et à l'inverse, quand on a une vie d'excès, où on a tout ce qu'on veut tout de suite, de caprice, c'est très difficile au début parce qu'on on doit lutter contre notre habitude de tout avoir tout de suite qui produit en nous voilà, une disposition à la frustration. Bien, remarque suivante, il suffit pas, dit Socrate, pour être heureux, d'avoir de la volonté ou de développer des bonnes habitudes. Il faut aussi exercer son jugement. Parce que souvent, si on cède à n'importe quel désir, si on n'entretient pas son tonneau, c'est parce qu'on tombe dans le piège de l'attrait de l'immédiat. Voilà, je sais bien qu'il faudrait que je travaille pour avoir mon bac, mais vous voyez, c'est un but très lointain, où il faut que j'arrête de fumer, voilà, c'est un but très lointain, mais sur le coup, là, la cigarette, elle me fait trop plaisir, sur le coup, là, je préfère sortir avec mes potes, m'amuser, jouer à un jeu vidéo et pas réviser, et on voit que le plaisir immédiat a un pouvoir énorme sur nous, et c'est difficile d'envisager le plaisir, le bonheur à long terme, parce qu'on cède au plaisir de l'immédiateté. Alors, ce que dit Socrate ici, c'est que il faut exercer son jugement. Il faut bien savoir reconnaître et distinguer le désir du besoin. Le désir, c'est effectivement ce qu'on pourrait qualifier de superflu, alors que le besoin, c'est ce qui est nécessaire. Et on voit bien que ici, quand on est dans le superflu, c'est comme ça qu'on va rentrer dans l'escalade du désir et que on va se laisser aller à la première promesse de bonheur venu. Alors qu'à l'inverse, quand je satisfais mes besoins, je fais qu'entretenir la vie de mon corps et finalement, ça c'est un bon investissement sur le long terme. Bye bye bébé. Hop là, je peux dire au revoir. Alors, le plaisir, en effet, est toujours un bien, ça c'est sûr. Et du coup, c'est pour ça qu'on se fait avoir par l'attrait de l'immédiat. Il est toujours désirable. On peut pas ne pas désirer le plaisir. Et en fait, le drogué, en ce sens-là, il peut pas ne pas aimer le plaisir de la drogue, parce que c'est par nature, le plaisir est un bien. Le problème, c'est que satisfaire tous ces désirs, c'est pas toujours un bon investissement sur le plaisir. Il y a certains plaisirs qui en fait vont provoquer plus de douleur plus tard. Et à l'inverse, il y a certaines douleurs qui sont un bon investissement sur le plaisir plus tard. Satisfaire tous ces désirs, c'est parfois un mauvais investissement sur le plaisir lui-même. Et c'est donc au nom de la quête du plaisir qu'il faut savoir bien trier les bons désirs et les mauvais désirs. Les désirs qui me rendront malheureux plus tard, et les désirs qui au contraire vont contribuer à mon épanouissement durable.
Voilà, on peut donner comme exemple voilà, donc le plaisir de la drogue, qui certes est un plaisir, mais qui va vous déclencher en nous une avalanche de douleur sur le long terme, et à l'inverse, le fait d'aller chez le dentiste, c'est désagréable, mais ça produit un soulagement sur le long terme. Et du coup, ça, il faut un petit peu exercer son jugement et pas se laisser avoir à n'importe quel plaisir, en particulier n'importe quel plaisir du corps. Et alors, dernière astuce de Socrate pour être heureux et pour optimiser la recherche du plaisir, c'est que il faut sceller son tonneau, c'est-à-dire retenir la satisfaction. Ce qu'il dit tout à l'heure, quand il pense à son tonneau, il est tranquille. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire qu'il faut savoir savourer ce qu'on a. Alors, certes, quand on est tranquille, on ne sent plus le plaisir qui a amené cette tranquillité. Par contre, on est capable de comprendre, de réfléchir au fait qu'on est bien. Quand on est tranquille, on peut aussi se dire « Ah purée, qu'est-ce que c'est agréable d'être tranquille !» faire attention au bien-être qu'on est en train d'éprouver. Et au fond, on voit bien que c'est un autre plaisir, un autre type de plaisir, le plaisir de la réflexion sur le bonheur qui va rendre heureux. On jouit pas de la tranquillité parce qu'il n'y a rien à sentir dans la tranquillité, mais par contre, on jouit du plaisir de penser à sa tranquillité. Ça, c'est un autre type de plaisir, c'est le plaisir de se savoir bien, un plaisir qui est peut-être d'ailleurs spécifiquement humain, parce qu'il suppose d'être capable de réfléchir sur ce qu'on a, et pas simplement de s'oublier dans la jouissance immédiate. Et en ce sens-là, Socrate ne promet pas une vie d'ennui, mais une vie d'un plaisir d'un tout nouvel ordre, qui est le plaisir de la pensée. Voilà. Et qui suppose de savoir se retenir un petit peu. Alors, je résume ces trois arguments. Donc, au fond, Socrate attaque Calliclès sur la manière de mener une vie de plaisir, et il dit, Calliclès, au fond, tu te condamnes à éprouver de moins en moins de plaisir. Premièrement, parce qu'en menant une vie d'excès, tu t'exposes tout le temps à la douleur, alors qu'en menant une vie simple, c'est comme ça que tu te mets le mieux à même de savourer les plaisirs un peu rares, un peu exceptionnels. Deuxièmement, du coup tu te laisses avoir par n'importe quelle promesse de plaisir, tu réfléchis pas, et du coup tu fais des mauvais investissements sur ton plaisir, en satisfaisant tous tes désirs artificiels à l'excès qui vont être de plus en plus compliqués à avoir et qui vont produire en toi plein de douleurs, plutôt que de te concentrer sur des désirs plus simples, peut-être simplement des besoins qui vont au contraire être eux un bon investissement sur le plaisir au long terme. Et enfin, surtout, tu sais pas savourer, tu sais pas réfléchir à la joie de la satisfaction, et en fait tu penses que la satisfaction est une absence de sensation, alors qu'au fond elle est l'occasion de sentir le plaisir de sa vie. Voilà, donc en conclusion on peut dire que Socrate condamne pas du tout le plaisir, mais seulement son débordement, son caractère illimité, et que la modération c'est une technique d'amplification du plaisir et non pas de diminution, ce qui est un petit peu paradoxal, mais c'est comme ça que Socrate justifie le fait que pour être heureux, il faut pas satisfaire tous ses désirs, il faut surtout pas se laisser aller à ce piège-là, mais il faut bien calculer, il faut mener une vie plus sobre, il faut se modérer, il faut maîtriser ses désirs, et c'est ça qui rendra vraiment heureux. Alors on verra la prochaine fois que la répression du désir marche pas si bien, et que maîtriser ce désir finalement c'est pas vraiment les faire disparaître. Mais ça c'est pour une autre fois. Alors je vous souhaite une très bonne journée, n'hésitez pas à poser des questions sur Pronote ou Atrium si jamais il y a des choses que vous n'avez pas bien comprises. Au revoir.